Docteur Émile Meurice, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous pour cette interview dont on se réjouit parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a eu une expérience aussi riche de la psychiatrie et comme vous dites vous-même, vous avez une vue panoramique de la psychiatrie, ce qui vous a amené à beaucoup de réflexions sur le fonctionnement de l'esprit humain. Alors, si vous le permettez, on va peut-être poser quelques balises biographiques pour commencer. Vous avez terminé vos études de médecine à l'Université de Liège en 1952. Vous avez enchaîné tout de suite sur la psychiatrie chez le professeur d'Ivry, où vous avez notamment fréquenté Bobon et Dongier. Puis vous étiez jeune psychiatre à l'IRNE au moment de l'arrivée des premiers neuroleptiques, ce qui a fait de vous un observateur privilégié de cette révolution dont vous nous parlerez certainement. Et puis vous êtes aussi quand même allé voir ce qui se passait ailleurs. Vous avez passé un an à Paris, à la Salpêtrière, dans le service d'Ajuria Guerra. Vous avez aussi fréquenté à ce moment-là le service de Henriet à Sainte-Anne et en même temps un laboratoire d'un disciple de Pavlov où vous appreniez le conditionnement EEG. Et puis un peu plus tard, vous êtes parti 1 an et demi aux États-Unis, au National Institute of Mental Health à Washington, où vous avez travaillé sur le conditionnement opérant humain, d'après les théories de Skinner. Et puis vous êtes revenu à l'IRNE, vous êtes d'ailleurs devenu directeur en 1975, un poste que vous occuperez jusqu'à la fin de votre carrière. Et la fin de votre carrière, ce n'est pas encore synonyme de fin de réflexion, comme on le verra tout à l'heure. Mais donc, si tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est bien correct, on va reprendre au début peut-être, à l'époque où vous êtes entré en psychiatrie. Cette psychiatrie était encore assez balbutiante, tant sur le plan scientifique que psychologique et social. C'était un peu un vide intellectuel. Et je crois que comme beaucoup de vos contemporains à cette époque, vous avez vraiment voulu remplir ce vide. Mais vous avez vraiment avancé sur les trois fronts, quelque part en même temps, un peu en suivant vos intuitions chaque fois. Et par exemple, tout jeune psychiatre, vous estimiez que vous ne compreniez pas encore assez bien ce qui se passait dans l'esprit de vos malades et vous entreprenez d'étudier la psychologie dans la foulée. Oui, c'était clair que pendant que j'étais interne et externe au service, tout au début de ma formation, je ressentais un besoin de formation psychologique qui était nul dans un service de psychiatrie, et il faut dire qu'il était même nul à l'université, puisqu'il n'y avait pas d'institut de psychologie, au point que pour avoir une formation de psychologie, j'ai dû faire une formation comment dirais-je, de pédagogie, parce que c'était le plus proche. Ça m'arrangeait bien parce que j'aimais d'enseigner, mais c'était typique, oui. Alors, cela ne m'a pas appris disons, toute la psychologie, mais c'était une bonne base. Ça m'a quand même donné la capacité de faire des tests, même des tests de Rorschach, etc., qui, d'ailleurs, incidemment, étaient une toute première semence vers les expressions non verbales, mais ça, on en reparlera plus tard. Ça, c'était pour la psychologie. En quoi est-ce que vous n'étiez pas satisfait de la psychiatrie de l'époque? Mais au fond, au départ, je ne dirais pas que je n'étais pas satisfait. Moi, je désirais faire la psychiatrie. J'étais encore pratiquement étudiant, j'étais heureux d'y être, mais il y avait quand même des choses qui m'étonnaient. Petite anecdote, la première fois que je suis entré dans une salle avec des malades qui venaient d'être admis, on allait de lit en lit avec l'assistant, et puis il y a un malade derrière nous qui se met à crier une phrase que j'ai oubliée, et je demande à l'assistant, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, comme on me dit, c'est une bizarrerie. Et au fond, ça c'est tout de même une question que je dois dire à ce moment-là. Bon, comme tout jeune, hein, j'ai intégré ce qu'on me disait, mais quand même ça me marchait dans la tête. Est-ce que ce que disent les insensés n'a pas de sens? Ça c'est quand même une grande question qui va conduire toute la vie et qui fait l'objet de débats d'ailleurs. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, au départ d'une situation où je prenais les choses comme elles étaient, est née dans mon esprit l'idée que ce n'était pas fatal de ne pas comprendre, parce qu'il y avait quand même des moments où des petites lumières venaient, hein, qu'il était possible peut-être d'avancer sur le chemin de la compréhension, et c'est en effet des chemins que j'ai faits progressivement. Donc, ce n'est pas tout dès le tout début, mais ça s'est confirmé davantage dans la suite. Et dans le cheminement que vous avez fait à ce moment-là, en explorant par exemple l'électroencéphalogramme et d'autres techniques comme ça, c'est parce que vous pensiez que ça vous aiderait à comprendre ce qui se passait dans leur tête? C'était en tous les cas un outil
l'électroencéphalographie a été un des premiers outils qu'on avait, hein, à part les tests psychologiques. C'était une des choses, d'ailleurs, que j'ai découverte pendant mon service militaire à Anvers, qui a été un des premiers éléments de ma formation, au-delà de Liège, c'est qu'il y avait, on examinait les ondes du cerveau. Bon, et ces ondes se modifiaient selon l'état des motifs, selon l'attention, etc. Il y avait donc là quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser cette réactivité des ondes électroencéphalographiques de façon beaucoup plus avancée en voyant comment des stimulations significatives, non significatives, etc. pouvaient maîtriser. Et donc on pouvait avoir alors au laboratoire et mesurable des petits éléments, des petits échantillons de la vie mentale. Ça, c'est une des choses donc, que j'ai faites. Et puis dans la suite, alors, si on veut voir la suite de cette histoire, quand je suis revenu à Lierneux, alors là, j'ai créé un laboratoire non pas de conditionnement, parce que ça, c'était beaucoup trop compliqué, mais d'électroencéphalographie fonctionnelle, pour lequel j'ai gardé le fait de mettre les sujets dans le noir, ce qui favorise l'apparition des ondes électroencéphalographiques, et d'étudier leur réactivité à des simulations, mais aussi alors ensuite à l'action des neuroleptiques qui ensuite venaient, ce qui permettait de travailler sur des choses dont on connaissait l'effet clinique, mais aussi de le voir en laboratoire. Ben justement, parlons-en peut-être des neuroleptiques. Donc, vous étiez là, vous avez vraiment vécu ce passage où il n'y avait rien et puis tout à coup, il y a eu les neuroleptiques. Et non seulement ça a été, je pense, une révélation clinique, l'effet de ces médicaments, mais ça a aussi été quelque part une révélation de la rigueur scientifique. Vous m'avez raconté, vous êtes établi pour la première fois des dossiers objectifs pour des patients, vous avez dû faire une grille d'analyse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Oui, à peine étais-je arrivé à Lierneux que j'apprenais qu'une firme avait développé un médicament dont l'origine c'était l'herbe au fou des hindous. C'est avant les neuroleptiques et c'était la rizerpine, un médicament utilisé pour l'hypertension dont on s'était rendu compte qu'il était actif en psychiatrie. On savait que l'action était faible, mais comme il n'y avait rien d'autre, vous avez dit il n'y avait rien, il y avait quand même les électrochocs et l'insuline, mais bon, qui avaient des effets parfois miraculeux, il faut bien le dire. Mais enfin, c'était quand même pas, c'était quand même pas une panacée, loin de là. Et alors là, j'ai pu obtenir de cette firme des médicaments en échantillon pour soigner pendant 3 mois 50 schizophrènes. Parce que ça, c'était la chance que j'avais là-bas. C'était évidemment la campagne, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait au moins des malades sur lesquels on pouvait expérimenter. Parce que comme il n'y avait rien, tout effet psychiatre, tout effet thérapeutique était le bienvenu pour autant qu'il ne fût pas dangereux, ce qui était le cas. Et alors, c'est pour cela que, sous les conseils d'un ami pharmacologue, j'ai donc établi une échelle de cotation parce que j'attendais des effets faibles et que pour pouvoir mesurer des effets faibles, il fallait des mesures. Et c'est ainsi que, bon, on s'est rendu compte après 3 mois qu'en effet, il y avait un malade sur 50 où il y avait eu un effet remarquable, d'autres, etc. Et puis, en continuant et en se disant que, bon, après, avec le temps, comme toujours dans le système nerveux, comme toujours en psychiatrie, les choses allaient s'amenuiser, on a quand même continué pendant 1 an et refaire une décotation. Et je me suis rendu compte, avec étonnement et émerveillement, que non seulement l'effet ne s'était pas atténué, mais qu'il avait grandi. Et là, c'était évidemment quelque chose d'intéressant parce que ça montrait que le médicament, non seulement avait calmé les excitations, disons, régularisé les divagations, etc., mais qu'il avait amélioré les choses. Et c'est de là qu'est venu, que j'ai fait chez Henriet, où j'ai travaillé dans la suite, une conférence qui a été tout de même assez appréciée, qui a été publiée sur le sujet de les neuroleptiques aidant à la reconstruction de la personnalité. Et ça, je crois que c'est le point de départ de toute la suite. Et donc après sont arrivés tous les vrais neuroleptiques. Oui, c'est vrai, car
la réserpine n'a pas été catégorisée comme neuroleptique, c'était un premier essai, mais sont arrivés, alors il y a eu le largactyle évidemment, hein, donc il faut quand même dire que c'est une révolution analogue à la pénicilline arrivant pour la médecine. Hein, le largactyle qui était présenté comme un sous-produit de Phénergan, un sédatif, et alors là on s'est rendu compte de cette chose extraordinaire que non seulement ça calmait les malades, mais que ça supprimait le délire, ce qui était quand même quelque chose. Il faut dire qu'il y avait quand même un dogme de l'incurabilité du délire, de la paranoïa notamment, et même de la schizophrénie, qu'on appelait la démence précoce, c'était considéré comme une irréversible dégénérescence, qu'un médicament en 15 jours fasse renaître les choses et a été vécu comme quelque chose d'extraordinaire, et ça c'était extrêmement enthousiasmant. Là, les psychoses ont retenu l'attention et ça a été une révolution qui a changé entièrement les hôpitaux psychiatriques, puisque des malades avec lesquels les contacts étaient pratiquement très difficiles ou nuls ont été améliorés, et la conséquence en a été que la sociothérapie a pu devenir beaucoup plus importante, que l'occupation des malades, et alors à l'IRNE en particulier, on s'est mis à à multiplier les ateliers d'occupation, mais aussi des activités. On avait une équipe de football qui allait jouer contre des collégiens à 20 km, des choses comme ça. On avait un petit orchestre, on a organisé un récital de musique avec un malade musicien en faisant venir. Il y avait une ouverture de l'hôpital sur l'extérieur, il y avait l'extérieur qui venait à l'hôpital. On a organisé par exemple avec la fondation Yudi Menuhin qui a comme intérêt de subventionner de jeunes artistes et de leur donner la possibilité de se produire, de s'exercer. Il était possible d'obtenir des trios, etc., et qui venaient. Voilà, ça c'était des choses qui étaient possibles. Enfin, ce sont des choses qui ont été possibles et qui sont des témoignages à la fois de l'ouverture de l'asile. C'est vrai qu'à l'IRNE, il y avait notamment du fait de la tradition du placement familial, parce que l'IRNE est quand même, au départ, une réalisation de psychiatrie extra-hospitalière, où tous les malades vivaient dans la commune. Pour prendre un exemple, il y a eu un schizophrène qui était un ancien violoniste de la Monnaie à Bruxelles et qui était quand même bien et qui faisait la musique pour faire danser les gens du village dans les bals. Ça, c'est un genre de choses qui, évidemment, est dans la tradition de l'IRNE, qui ne pouvait pas être ailleurs que... Donc, nous avions une tradition de travail et d'occupation de loisirs qui a été développé, et c'est vrai que j'ai particulièrement travaillé à cela. Expliquez-nous un petit peu plus d'où vient cette tradition de l'IRNE pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, eh bien, depuis plus de 4 siècles, il y a en Belgique un établissement qui est Geel, n'est-ce pas? Enfin, ce n'était pas un établissement au départ, une tradition qu'on place des malades dans des familles de Geel. L'origine, c'est un pèlerinage. Il y avait un pèlerinage autour de Sainte-Dymphne qui était invoqué pour les malades mentaux, et les gens venaient avec leurs malades pour faire des neuvaines. Neuvaines, ça dure 9 jours, donc il faut hospitaliser, il faut héberger, parfois, comme ça ne donnait pas au premier coup, on disait si on recommençait, etc. Et puis il y avait des gens qui aimaient se débarrasser de leurs malades, ce qui fait qu'il s'est fait quand même à Geel, au fur et à mesure des siècles, une accumulation qui a été, je crois, de l'ordre de 2000 malades à Geel. Et ça avait l'inconvénient, le croiriez-vous en Belgique, que ça posait une question linguistique, parce que naturellement, beaucoup de malades venant de l'agglomération bruxelloise venaient
pour bénéficier de cette possibilité-là et ne comprenait pas, il y avait quand même un problème de compréhension avec le campinois de cette région-là. Ce qui fait que quand la Belgique, après son indépendance, a créé une série d'institutions de bienfaisance et qu'on a créé certains hôpitaux psychiatriques publics à côté des hôpitaux privé, il y a eu une idée de faire une structure qui soit le pendant francophone de Geel. Et on a choisi Lierneux parce que c'était loin, enfin pour toutes sortes de raisons, c'était dans la campagne, etc., dans un lieu sain, où l'air sain devait oxygéner l'esprit, etc. Le fait est qu'on a réussi à implanter dans cette commune, une commune qui avait quand même une certaine superficie, il y avait 13 hameaux, ce qui évitait les grandes agglomérations, jusqu'à 600 patients en quelques décennies. Ça a été une grande réussite. Et donc, ça signifie que des patients, choisis naturellement pour le fait de pouvoir s'adapter à la vie familiale, étaient hébergés, mangeaient, dormaient et s'occupaient, s'ils en étaient capables, dans une espèce de système de au pair, si vous voulez. Quels sont les avantages d'un tel système pour les patients? Oui, ben, c'est évidemment, d'une part, la liberté, d'autre part, de ne pas être confiné dans des salles qui n'étaient pas, surtout à l'époque, confortables, de pouvoir vivre avec une famille, d'être inséré dans une famille, insertion qui variait naturellement selon les cas, mais qui peut aller dans les meilleurs cas jusqu'à, c'était vraiment un compagnonnage. J'ai connu plus tard une famille qui prenait ses malades en vacances pour aller en Espagne. J'ai connu des gens où les malades étaient, quand ils mouraient, enterrés dans le caveau familial. Ça, ce sont les bons cas. Enfin, en général, c'est un grand avantage. Et alors, naturellement, c'est quand même une forme d'hospitalisation, c'est-à-dire que le médecin devait aller visiter périodiquement, en gros une fois par mois. Et l'intérêt, c'était de sécuriser les familles de telle sorte que s'il y avait un problème, un simple coup de téléphone, le garde de section arrivait et s'il essayait d'arranger les bidons, et si ça ne s'arrangeait pas, on réintégrait à l'hôpital le patient pour un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours, rarement définitivement, quand la pression était retombée. Ça c'est vraiment très important. Alors, un autre aspect de Lierneux dont vous m'avez parlé, c'est que le personnel n'était pas du tout qualifié quand vous êtes arrivé et que vous avez vraiment pris à cœur de faire une formation du personnel. Ça, c'était une chose frappante, évidemment. Quand on dirait qu'il n'est pas qualifié, au fond, il avait la qualification, évidemment, formé sur le tas, naturellement, et ces personnes avaient une grande... il faut saluer d'ailleurs leur valeur humaine. C'était en fait quand même des cultivateurs recyclés, mais c'était des gens qui avaient une grande valeur, en général une grande valeur humaine, mais il est évident que leur formation était théorique était nulle, et déjà mon prédécesseur avait commencé à créer un cours de garde-malade pour au moins qu'il soit garde-malade, et là j'ai commencé à participer au cours de garde-malade. Ça a été le début de mon activité d'enseignement, et ça m'a été très utile dans le sens que quand on a fait ses études d'humanité, puis d'université, puis de formation psychiatrique spécialisée, on est déformé, on est absolument déformé pour parler aux gens. Hein? Alors que normalement on devrait apprendre à s'exprimer d'une façon extrêmement compréhensive par tout le monde. Et là, enseigner aux gardes-malades aussi bien l'hygiène que même certains éléments de physique, de chimie, de médicaments, enfin de psychopathologie, etc. Là, ça supposait vraiment un travail. Alors, quand vous êtes revenu à Lierneux, à un moment donné, donc vous avez progressé, vous êtes devenu le directeur de Lierneux, mais vous avez pris comme défi de transformer cet asile, c'était un asile au départ dans tous les sens du terme, en hôpital qui soit un outil thérapeutique. Il faut dire, pour donner un exemple qu'il faut qu'on connaisse, n'est-ce pas, dans tout le service, dans un dortoir de 30 femmes, il n'y avait pas d'essuie. Ils pendaient à la porte
des draps de lit, et après s'être lavés, c'est à ce grand drap de lit qui pendait que les malades venaient s'essuyer. Donc ça, il faut se dire que les Belges donnaient à la psychiatrie ce genre de moyens, et encore, l'Institut de Lierneux étant une institution provinciale, pouvait être considéré comme favorisé. Mais il y a eu une misère jadis, n'est-ce pas? Et encore en Belgique, ça allait. Souvenons-nous qu'en France, n'est-ce pas, pendant la guerre, ça a été une hécatombe bon, qui a d'ailleurs été à l'origine d'un renouvellement des méthodes. Nous n'avons pas connu ça en Belgique, mais enfin, c'était quand même. Donc, il y avait beaucoup à faire, et les confrères se sont mis tous à faire quelque chose. Je vous ai dit, je vous ai parlé des efforts pour les traitements médicamenteux, pour qu'ils soient contrôlés, qu'ils soient suivis, que les dossiers soient faits. Je vous ai dit qu'au niveau de l'activité des malades, on avait fait beaucoup pour ouvrir sur l'extérieur, pour l'extérieur venir. Il faut aussi ajouter qu'avec le temps, alors, les activités qui avant étaient surtout travailler à la buanderie, travailler dans le jardin, ce genre de choses, à la couture ou bien à la reliure, sont devenues plus des activités thérapeutiques. Ça a été un des éléments de ce changement vers une structure soignante, de telle sorte que comment dirais-je, la musique ou des choses ainsi, les danses même devenaient de l'expression corporelle, hein, que les dessins devenaient de l'art-thérapie et ce genre de choses. Ça veut dire que les personnes qui accompagnaient dans ce travail devenaient différentes, avaient une formation différente? Bien entendu. Ça a été aussi un effort, évidemment, parce que quand on a eu des gardes-malades, bon, certains avaient des aptitudes personnelles. Il y en avait qui d'eux-mêmes pouvaient faire danser, pouvaient faire s'exprimer. Il ne fallait pas beaucoup leur ajouter. Mais enfin, ça n'était pas suffisant. Et alors, il y a eu la lutte alors pour que on engage, pour transformer un certain nombre de gardes-malades en infirmiers. Nous avons donné des cours pour préparer pour le jury central. J'ai dû me battre avec les syndicats qui gardaient évidemment le désir de... Je vois encore un syndicat me dire « Je vous accorde 25 infirmières à terme, à long terme. » Maintenant, il y en a 60 ou 100, etc. Alors là, on a vraiment parlé de toute l'organisation que vous avez installée à Lierneux, mais pendant ce temps-là, vous étiez toujours en train de réfléchir et de vous poser toutes ces questions. On a dit que vous essayez toujours de comprendre ce qui se passe dans la tête du patient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez utilisé, mais le mot n'est pas bon, mais mis à profit toutes ces années au contact des patients pour faire évoluer votre propre réflexion? Par exemple, ce qui frappe chez vous, c'est que vous avez toujours accordé une grande importance au contenu du délire des patients. Je suis allé dans cette direction-là. Et vous dites ça parce que vous me connaissez maintenant. Mais je dois avouer que je suis un peu un converti. Que je suis un converti parce que dès le départ, du fait de l'ancienneté de ma formation, je n'étais pas préparé à ça. Pas préparé à ça. Et pendant tout un temps, pendant tout le moment de ces médicaments, de ces effets, on me notait, il délire encore beaucoup, il ne délire plus beaucoup, etc. Mais le contenu, bien sûr, on se rendait compte qu'ils étaient plutôt persécutés, etc. Ou qu'il y avait Jésus sur lequel j'ai fait un livre. Bon, ça consistait à essayer de dire t'es pas Jésus, ou bien enfin comment parler aux délirants. Oui, ça oui. Mais que le délire est un sens. Ça, c'est une chose, par exemple, que le docteur Skurmans a apporté. Lui, qui avait une formation psychanalytique, et c'est quand même bien de travailler dans une équipe où il y a des gens qui ont chacun leur orientation. Et là, par exemple, là, j'ai fait en sorte qu'il y ait chaque semaine une réunion importante où l'on présentait des cas, où l'on en discutait, où des choses des comptes rendus de lecture. Et tout ça a fait évoluer les idées de tout le monde et des miennes en particulier. Je voudrais quand même dire un petit mot, c'est que donc j'ai séjourné 1
terminant aux États-Unis. Vous avez bien voulu dire que j'avais fait du conditionnement, ce qui n'est rien là. Et en rentrant, là, j'ai pu quand même avoir un crédit de recherche pendant 5 ans du Fonds de la recherche scientifique médicale. C'était quand même une chose tout à fait exceptionnelle dans un hôpital psychiatrique de province, et pendant 5 ans, donc, on a fait des recherches et qui consistaient à étudier les réactions de l'électroencéphalogramme et aussi de l'électrodermogramme, c'est-à-dire des réactions émotionnelles, de 2 sujets l'un devant l'autre, et en essayant de voir comment quelqu'un peut influencer les émotions de l'autre. C'était donc ça, on a passé beaucoup de temps à essayer d'établir une méthodologie qui n'existait pas pour avoir sous le microscope, si vous voulez, du laboratoire, des exemples comment dirais-je, de la vie émotionnelle d'une personne à l'autre. On n'en était pas encore à ce moment-là à la signification du délire, mais tout de même, on en était à faire que la vie intérieure pouvait être approchée de façon objective. Oui, on sent vraiment que pendant tout le temps, vous avez vraiment toujours cherché à articuler quand même l'organique et le biologique qui était C'était une chose évidemment que j'avais quand même à quoi j'avais été sensibilisé à Paris en suivant les séminaires de Henri Hay. Henri Hay, dont la fondation c'est l'organodynamisme. C'est vraiment lui qui a mis dans la littérature française et même mondiale la notion que les 2 choses allaient ensemble. Et mon autre maître qui était un Julien Guérin, qui était un anatomiste du système nerveux central, qui nous apprenait que toutes ces fonctions, toutes ces structures cérébrales étaient des fonctions relationnelles, étaient des outils relationnels, des outils. Quelle est la fonction du cœur? C'est de donner l'oxygène, etc. Mais le cerveau a pour fonction, si vous voulez, et surtout dans la mesure où il est humain, où il y a la symbolisation, etc., d'être l'outil de la relation humaine. Donc là se trouvait la jonction entre le signifiant et le signifié plutôt et l'outil cérébral, l'outil organique. Si vous nous avez donné par morceaux un puzzle que vous avez, vous, patiemment construit au fur et à mesure de votre vie. Je pense que vous avez passé une 40aine d'années à l'IRNE, puis vous avez pris votre... Croyez-vous? Ah, il me semble, j'ai calculé. Vous avez pris votre retraite, mais la retraite, donc, elle a encore bien continué. Et vous avez notamment fondé le GIERP, le groupement interdisciplinaire d'études de recherche sur la psychose. Vous avez rassemblé les Liégeois, justement, qui s'intéressaient à la psychose. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être passer quelques étapes et que vous nous donniez un petit peu à quelle conclusion vous êtes arrivé? Comment vous avez cheminé dans votre propre idée sur cette maladie? Oui, mais là, le GIERP m'a aidé à me tenir bien au courant. Je peux dire que pour faire les réunions du GIERP et pour rédiger le newsletter psycholien qui en était l'émanation, je dépouillais vraiment les revues à leur niveau le plus élevé et ça me donnait une connaissance que je pouvais me permettre, que mon état de retraité pouvait me permettre de faire. Bon, ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, c'était le moment aussi où, comme j'avais peu d'accès à des patients moi-même, certaines circonstances m'ont poussé à étudier des dossiers de malades qui étaient morts depuis longtemps, donc qu'on pouvait publier, et pour lesquels on disposait d'une importante documentation. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Le premier cas a été celui de la princesse Charlotte, la sœur de Léopold II, pour lequel, évidemment, ce genre de personnes, la moindre lettre est archivée, des historiens sont allés au Mexique, à Vienne, etc. Il y a des livres entiers. Donc, on a pour ce genre de personnes des documents comme le psychiatre ou le psy n'a pas pour ses propres malades. Et là, j'ai pu alors gratter là-dedans et mettant ensemble, si vous voulez, les nouvelles choses qui étaient acquises, mon expérience ancienne et puis le cheminement
que le délire pouvait avoir un sens. En étudiant ces vies longitudinalement, là le sens apparaissait. Ce qui était, comme vous dites, un puzzle, les places se mettaient en action. Et c'est vrai que depuis que je fais ces travaux-là, ce sens apparaît davantage et c'est le sens de mon effort de persuader les psychiatres actuels pour lesquels la majorité ne voit que de donner des médicaments pour diminuer les hallucinations, etc., de persuader que, certes, la psychose a une base biologique, sans laquelle il n'y aurait pas de psychose, mais que cette base n'est pas de rendre fou, cette base, c'est de rendre hypersensible à des choses de la vie relationnelle qui font que le malade peut constater, certaines personnes constatent qu'ils sont devant un échec de leur vie totale, hein, puisqu'ils sont généralement, ils n'ont pas réussi à créer des relations sociales, à se devenir autonome par un métier, par le travail, de réussir, aller des études jusqu'au point de les réussir, créer une relation affective et moins encore de couple et d'enfants. C'est généralement l'échec existentiel et étant hypersensible, il craque. Et craque, et alors là je rejoins la théorie psychanalytique, c'est qu'il se réfugie dans un mode de pensée qui est imaginaire, et la compréhension de ça est importante parce que lorsqu'on donne des médicaments, n'est-ce pas, on peut, dans 80% des cas, avoir un très bon résultat, et c'est un des miracles, une des choses qui fait que la vie du psychiatre est une vie très encourageante, contrairement à ce que les gens croient. On voit arriver des gens dans un état épouvantable, et 2 mois après, on discute avec eux comme nous discutons, hein, ou à peu près. Mais le problème éternel, c'est que même s'ils vous ont dit, c'est vrai, j'étais halluciné, même si Jésus dit, je ne suis plus Jésus, etc., au fond, il y a un doute qui reste, doute qui les taraude et qui fait qu'ils arrêtent leur traitement. Et alors là, évidemment, si on n'a pas compris que pour les traiter, il ne suffit pas de dire vous devez prendre votre médicament, vous devez prendre, mais qu'on doit essayer d'aller rencontrer disons, leur désespoir existentiel et faire remarquer qu'ils sont capables de ceci, ça. Et c'est là que, évidemment, les activités peuvent être utiles, mais pas des activités n'importe quoi. Faire de la peinture sur soi, ça peut plaire à certains, n'est-ce pas? Mais quelle est la recherche de qu'est-ce qui est une activité qui rend à une personne qui a l'impression qu'elle a raté sa vie, qu'il commence à lui faire recroire à la possibilité de quelque chose. Voilà donc la trajectoire. On peut dire que vous avez quelque part pressenti ce qu'on appelle maintenant le modèle biopsychosocial. Oui, certainement, certainement. Comment est-ce que vous le regarderiez maintenant ? Oui, le modèle biopsychosocial, c'est évident, mais Henri Hay est à l'origine, évidemment, depuis longtemps, du modèle biopsycho. Quant aux aspects sociaux, ça c'est venu par ailleurs. En ce qui me concerne, mes contacts privilégiés avec les services des assistants sociaux, l'enseignement que j'ai donné, parce que quand on enseigne de nombreuses années, ça évolue, ça m'a rendu sensible aux aspects sociaux. Mais par rapport, je voudrais dire un mot par propos de ce modèle qui est tout à fait courant, c'est que ce que j'essaye de faire, c'est non pas de faire une soupe dans laquelle on met un peu du bio, un peu du psycho et un peu du social et bien mélangé, n'est-ce pas? Ou bien faire des choses différentes. Il y a des psychiatres qui disent celui qui donne les médicaments, c'est un, et ce doit être une autre personne qui soigne le psycho, et puis l'assistante sociale, elle voit la famille. Hein. C'est tout de même un peu comme ça. C'est de voir comment ces choses s'intègrent, comment elles s'articulent. C'est comme si on avait des engrenages et qu'on regarde un engrenage comme ça, sans se rendre compte que la machine ne marche que parce que les deux engrenages d'une nature différente peut-être vraiment
éléments sont articulés l'un à l'autre. Ça, c'est une chose sur laquelle, si vous me demandez mon avis à ce point de vue-là, je dirais que ça, c'est ce que j'essaye de montrer, et que je trouve que les monographies, donc l'étude approfondie, longitudinale de vies entières, est une façon de faire apparaître ce genre de choses. Et de faire apparaître aussi que parce que notre amie la princesse Charlotte n'a pas bénéficié de neuroleptiques, malheureusement pour elle, mais il apparaît, et surtout quand on la compare à son frère Léopold II, que tous les deux avaient au départ un niveau d'implication dans le désir de faire de ce qu'ils voulaient faire, et tous les deux voulaient faire la même chose, faire le bien de leur pays, pour elle le Mexique, pour Léopold, en y mettant une intensité, je répète, d'implication qui était assez exceptionnelle. Quand on voit ça, n'est-ce pas, on se dit qu'on comprend un peu le lien de la folie et du génie, le génie réussissant, l'autre, parce qu'il y a tout de même beaucoup de membres de la famille d'un génie, ayant les mêmes tendances, les mêmes désirs et le même niveau d'implication, peut-être même un peu plus intense, qui pourrait être tempéré par des neuroleptiques, mais les ailes n'ayant pas la possibilité de voler haut assez, ils se cassent le nez, disons. Et maintenant, vous faites des recherches sur les signes ultra précoces, c'est ça? Vous essayez de trouver les prémices. Alors, étant donné, naturellement, je crois vraiment que ça, c'est une chose importante pour l'avenir, la psychiatrie doit aller de plus en plus vers la prévention. Je pense que la psychiatrie qu'on a connu dans le temps avec des gens, des piliers d'asile qui criaient des phrases qu'on ne comprenait pas, n'est-ce pas, doit aller dans cette direction-là. Mais on n'en est pas là, mais ce que j'essaye de faire, c'est de montrer par le témoignage de parents qui, eux, se posent beaucoup de questions. Les parents essayent de comprendre et essayent de dire, tiens, quand il faisait déjà ça, déjà à l'école primaire, etc., et j'ai relevé une douzaine de livres où des gens racontent l'histoire, et c'est là que j'ai trouvé ces signes précoces, si vous voulez, et que je les recherche systématiquement. Et on va publier maintenant les résultats des 30 premiers cas de schizophrène comparés à 30 cas de sujets témoins. Et donc, pour essayer de faire pénétrer l'idée que ce qu'on sait bien, la schizophrénie naît plusieurs années avant les signes manifestes, mais que des signes de sensibilité prémorbides peuvent exister bien avant même qu'il y ait des signes de début. Et on peut savoir ce que vous avez mis en évidence? Par exemple, une chose très étonnante, c'est que dans le groupe, mais ça c'est un scoop, hein, dans le groupe, je ne connais pas les chiffres de façon précise, il est extrêmement frappant que dans le groupe de ceux qui deviendront schizophrènes, à l'âge de l'école primaire, il y en avait plus de la moitié qui buvaient de l'alcool, qui avaient une tendance alcoolique. Ce qui ne retrouve pas chez les normaux. Or, on sait que certains alcooliques ont des troubles de la dopamine. Il y a encore du travail pour les recherches à venir. Oui. Alors, avant de vous quitter, Monsieur Meurice, quand même un mot de votre tout dernier livre, Les 4 Jésus délirants, et cette compréhension. Un de ces Jésus est un patient que j'ai soigné pendant 15 ans et qui, justement, est un cas qui illustre l'évolution que j'ai soignée pendant quelques années avant l'arrivée des médicaments. C'était un paranoïaque, et les paranoïaques, évidemment, ce sont des gens qui n'acceptent de prendre aucun médicament. On a eu la chance qu'un jour il s'est cassé des côtes, qu'il est revenu à l'institut alors qu'il était en placement familial, et que le médecin qu'il soignait a eu la bonne idée de lui dire « je trouve qu'il faudrait prendre un recalcifiant ». Et on lui a donné, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais on lui a donné des neuroleptiques, et on a vu cette chose extraordinaire d'un paranoïaque dont on disait que les idées étaient absolument incurables, changer, si vous voulez,
abandonné son délire, mais ça n'a pas été sans mal. Il est arrivé, il y a des tas de choses à discuter à ce sujet-là, et justement le terme de essai de compréhension est la façon d'amener à la fois ce que j'ai dit à propos de l'hyperimplication et aussi à propos des problèmes existentiels et de toute une série de choses. Et c'est à cette occasion que je fais une petite synthèse qui donne un peu les différents éclairages, et c'est pratiquement une vue de la psychiatrie, des psychoses, à travers un cas qui, au fond, se lit comme un roman quand même. Eh bien, un tout grand merci, Monsieur Meurice, pour cet entretien. Merci.